Mesdames, Messieurs, chers amis, chers confrères, tout d'abord, je désirerais remercier les responsables du collectif Médecins contre l'euthanasie ainsi que des responsables de la société Vivre dans la dignité de m'avoir invité. C'est pour moi un très grand honneur et mon but, c'est, si j'ai répondu tout de suite positivement, mon but, c'est tout simplement de vous dire honnêtement ce que nous, médecins belges, maintenant peut-être plus tout à fait en majorité, mais quand même la plupart des médecins belges sentent et ressentent depuis que la loi de l'euthanasie a été admise en Belgique en 2002. Alors, quand on compare la loi belge et le projet de loi, enfin, quand j'ai fait mon PowerPoint, c'était encore un projet de loi. Maintenant, ça a été accepté depuis 2-3 jours. Il y a d'abord certaines différences. Tout d'abord, en Belgique, c'est une loi fédérale. Donc, on n'a pas le conflit constitutionnel entre une loi provinciale et une loi fédérale comme vous avez au Canada. Et la loi sur l'euthanasie dans la loi sur l'euthanasie en Belgique, on peut dire, voilà, si vous le faites comme ça, la loi pénale ne joue pas. Tandis que dans la loi canadienne, puisqu'elle est une loi provinciale, ce link avec la loi pénale ne peut pas être fait. Et on arrive naturellement sur le terme euthanasie et aide à mourir. Il est clair que ce terme « aide à mourir » m'a fait sourire au début quand j'ai lu « aide à mourir ». Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça pour une hypocrisie? Parce que c'est quand même clair, c'est décrit, ce que c'est cet être à mourir, c'est tout simplement, comme on vient de dire, de faire mourir quelqu'un. Est-ce que c'est l'aide à la mort? Est-ce que c'est l'aide du patient qui est en train de mourir que d'appeler ça « aide à mourir ». Donc, ce que je remarque, c'est d'abord cette hypocrisie. Et puis, j'étais quand même choqué en voyant ce terme « aide à mourir ». Il faut bien vous dire que ni la Belgique, ni la Hollande, ni le Canada sont les premiers pays du monde à avoir une loi sur l'euthanasie. Il y a déjà eu une loi sur l'euthanasie, disons un décret sur l'euthanasie. Et là, on ne l'appelait non plus pas aide à mourir, mais on l'appelait Gnadedod, c'est-à-dire la mort par compassion. La séquelle de ce décret a été que 250 000 Allemands ont été euthanasiés selon vraiment des règles assez strictes. Ça n'a rien à voir avec les camps de concentration, mais là aussi, en 1938, en Allemagne, on n'a pas osé appeler ça euthanasie. Nous, en Belgique, on a osé. On n'en est pas fiers, c'est pas ça. Donc, en Belgique, il n'y a pas de réglementation pour la sédation létale. Il n'y a non plus pas de réglementation pour la sédation létale dans d'autres lois. En Belgique, on n'en parle pas, c'est simple. Donc, on ne fait pas de distinction entre sédation létale et euthanasie dans un cas terminal. Tandis qu'au Québec, dans la loi est repris le règlement de la sédation létale, ou palliative, ou terminale, comme vous voulez l'appeler. Alors, au Québec, quand on lit dans la loi 52, on voit fin de vie, et ce qui est très clair, c'est que c'est pas clair. Ça, c'est évident, fin de vie, ou quand est-ce qu'elle commence? Est-ce qu'elle commence à la naissance, ou est-ce qu'elle commence au moment où le patient dit « je suis en fin de vie ». J'ai une maladie grave qui ne va pas s'améliorer. J'ai, par exemple, le diagnostic de sclérose en plaques débutante et je considère que ma vie est terminée. Je suis en fin de vie. Est-ce que c'est ce genre de fin de vie qu'on interprète? Est-ce que c'est comme ça qu'on l'interprétera? Dans la pratique au Québec, il faudra être très attentif pour ça. En Belgique, ça c'est la différence, en Belgique, il y a l'état, on fait une distinction entre l'état terminal et l'état non terminal. Dans l'état terminal, c'est 2 médecins, donc un médecin et un médecin qui doit donner son avis. Dans l'état non terminal, il y a 3 médecins, un médecin et 2 médecins qui donnent leur avis et il faut un intervalle de 1 mois entre la demande registrée d'euthanasie et l'acte d'euthanasie. Donc quand même une différence à laquelle vous échappez. En Belgique,
En cas d'infraction, il y a un renvoi vers le procureur du roi par qui? Par la commission de contrôle. Il y a eu à peu près 10 000 cas d'euthanasie depuis 2012. Sur ces 10 000 cas, il n'y a pas un seul qui a été référé au procureur du roi. Au Québec, on réfère au Collège des médecins et je crois que là-dessous, il faut également voir une politique d'éviter de faire le link et d'intervenir sur la loi pénale. Au Québec, les directives médicales anticipées excluent l'aide à mourir. C'est assez étonnant. Les directives médicales anticipées, en fait, ont principalement trait à la sédation terminale. Tandis qu'en Belgique, il y a ce qu'on appelle la déclaration anticipée. Et là, ça c'est en fait une demande d'euthanasie qu'on fait dans un état tout à fait clair d'esprit, au cas où on serait dans un état où on n'a pas de conscience. Donc, il ne faut pas interpréter ça comme si en Belgique, on pouvait signer un papier dans lequel on dit « si je deviens dément, eh bien, il faut m'euthanasier ». Non, il faut pour ça quand même, les conditions sont plus aucune conscience et une affection tout à fait inguérissable. Mais tout à fait, il faut être inconscient. Donc, en fait, c'est pour des gens qui sont dans le coma après un accident, par exemple. Une phrase m'inquiète, que je n'ai pas retrouvée dans la loi belge, une phrase m'inquiète dans votre loi, c'est la primauté des volontés exprimées par une personne. La primauté des volontés exprimées par une personne. Primauté sur quoi? Lorsque un patient dit « je veux l'euthanasie » et qu'on considère qu'on applique cette loi à la primauté des volontés exprimées par une personne, ça veut dire qu'on doit, qu'il y a droit, qu'il a droit à l'euthanasie. Donc ça veut dire s'il a droit à l'euthanasie, c'est que quelqu'un est obligé de le faire. Donc c'est quelque chose, c'est une phrase qui peut avoir des implications quand même importantes dans la pratique de l'euthanasie au Québec. Au Québec, le projet de loi 52 légifère également au sujet des soins palliatifs, tandis qu'en Belgique, les soins palliatifs sont dans une loi à part, un arrêté royal à part. Quelles sont les grandes analogies? Il y en a plus, mais j'en ai collecté quelques-unes. Donc, dans les deux cas, il faut un accord écrit du patient. Le contrôle se fait a priori. Donc, il y a, dans les deux cas, aucun contrôle préalable. C'est toujours a posteriori que le contrôle se fait par la commission de contrôle, qui semble tout à fait analogue à la commission de contrôle en Belgique et qui n'est, il faut le dire, l'évolution est que cette commission de contrôle, c'est une supercherie, c'est rien du tout, il est impossible. Il faudrait qu'en Belgique, qu'un médecin déclare par écrit lui-même qu'il a assassiné un patient contre sa volonté pour qu'il soit référé au procureur du roi. S'il est un tout petit peu intelligent, il ne va pas dire de bêtises pareilles. Donc, les chances d'être référé au procureur du roi sont vraiment inexistantes, surtout si on pense que dans la commission de contrôle, il y a des gens qui eux-mêmes font des euthanasies et contrôlent eux-mêmes leur propre euthanasie. L'évolution vers un programme d'euthanasie, ça c'est ce qui est le plus inquiétant, c'est ce que nous remarquons en Belgique, l'évolution d'une loi vers un programme. Le mot programme, là tantôt j'y ai fait allusion, le mot programme existait également dans le programme T4. Donc ce terme programme n'est pas nouveau quand il s'agit d'euthanasie. Ce programme d'euthanasie, qu'est-ce que ça veut dire, un programme d'euthanasie? Je compare, par exemple, quand est-ce qu'on parle d'un programme en santé publique, par exemple, un programme de prévention de cancer du sein? Ça veut dire que les autorités organisent la prévention du cancer du sein et font de la propagande, de la publicité pour aller chez votre médecin à temps, vous avez le droit au temps de temps, mammographie et tout bazar. Donc, ça, c'est un programme bien défini où on va évaluer les résultats et où tout est organisé par les autorités. Donc, cette loi d'euthanasie en Belgique, dans la loi déjà, et dans votre projet de loi 52, c'est la même chose qui est inclus, c'est un programme qui est organisé par les autorités. Il y a une information obligatoire dans les hôpitaux. Dans votre loi, c'est également ainsi, information obligatoire dans les hôpitaux. Pourquoi faudrait-il informer les patients
de toutes les lois auxquelles ils sont susceptibles. Pourquoi spécialement au sujet de l'euthanasie? Pourquoi les hôpitaux devront-ils être informer leurs patients au sujet de l'euthanasie? Tout simplement parce qu'il faut faire de la propagande. Parce qu'il y a de la propagande pour l'euthanasie qui est organisée par les autorités. Chez nous, en Belgique, c'est très clair. Dans votre loi, c'est déjà clair que ce sera ainsi au Québec. Les documents pour obtenir les demandes préalables, les demandes anticipées, vous pouvez les obtenir dans les mairies, sur les sites web de la santé publique, etc. Donc, c'est vraiment organisé. Ensuite, pour avoir un bon programme, il faut éduquer des médecins. Il faut avoir des médecins qui sont aptes, quand il s'agit d'un programme de prévention, qui soient aptes à faire de la prévention. Donc, il faut des médecins qui soient capables de gérer ce programme. Et c'est pour ça qu'en Flandre, vous allez voir les résultats, qu'en Flandre, il y a des médecins, une éducation post-spécialisation, si on peut dire, de médecins spécialisés en fin de vie, parce que là, ils ont bien employé le terme de fin de vie, end of leven, c'est ça le mot leef. Et ces médecins ont comme but de donner des conseils aux autres médecins qui, par exemple, hésitent de faire une euthanasie, qui hésitent de la façon de le faire. Ils viennent leur donner des conseils, ils viennent éventuellement sur place et donnent leur avis, en fait. Et dans bien des cas, et ça je le sais par des confrères qui me l'ont dit, ils font eux-mêmes l'euthanasie. Donc vraiment, on a une équipe d'euthanasie, et il y a partout, dans toutes les villes de Flandre, des médecins qui sont spécialisés là-dedans. Autre élément dans ce programme, c'est l'absence de toute intervention de la justice. Il est clair que quand un juge d'instruction ou un procureur du roi est mis au courant par la presse, par les médias, de faits qui sont contraires à la loi, eh bien, la justice, normalement, devrait agir d'office. Ne doit même pas attendre qu'il y ait une plainte, peut agir d'office. C'est ainsi en Belgique, je suppose que c'est ainsi dans tous les pays civilisés, et donc au Québec également. Mais la justice n'intervient pas, n'intervient jamais d'office, ça n'existe pas, et quand il y a des plaintes, c'est bien souvent classé, ou c'est toujours classé jusque maintenant, sans suite. Autre élément dans ce programme, c'est le remboursement. Le numéro maintenant, il y a quelques mois, il y a 2 mois, l'assurance maladie invalidité a créé un numéro de nomenclature pour l'avis. Donc les médecins qui donnent leur avis, l'avis obligatoire qui est nécessaire pour que les papiers soient en ordre, eh bien ces médecins sont payés 150 €. Je trouve que c'est pas mal. Parce qu'il faut bien vous dire que bien souvent, ces médecins qui, selon la loi, tout comme dans votre loi, doivent être indépendants du premier médecin, la plupart du temps, ces médecins sont les assistants, sont les confrères dans l'hôpital, ils se connaissent, ou même sont des médecins LEIF qui sont en fait quasiment éduqués pour faire ça. Donc, ces avis, c'est bien souvent de nouveau quelque chose qui est basé sur très peu de professionnalisme. Et maintenant, il y a des discussions, déjà depuis tout un temps, pour une proposition de numéro de nomenclature pour l'euthanasie. Donc, il faudrait payer les médecins pour faire de l'euthanasie. Alors là, on arrive vraiment dans le système des tueurs à gages. Les dérives. La première dérive qu'on a vue, c'était le premier cas d'euthanasie non terminale. Donc, je vous ai dit, il faut au moins un mois entre la demande et l'acte. Ici, c'était le cas d'un patient d'une trentaine d'années avec une sclérose en plaques débutante et qui, 3 semaines après que la loi soit adoptée, a été euthanasié. 3 semaines, ben, c'est impossible qu'il ait attendu 4 semaines alors. Donc, alors que c'était très clair que ce n'était pas selon la loi et que le seul but était d'être, pour lui, le premier, parce qu'il a déjà fait parler de lui auparavant, être le premier et être médiatisé, ça c'était le seul but. Donc, il a été filmé pendant l'euthanasie. Une femme de 40 ans qui n'était pas satisfaite de son opération de changement de sexe, qui vivait d'ailleurs avec un homme qui lui avait aussi changé de sexe. Ne croyez pas que tous les Belges sont comme ça, c'est
quand même des exceptions. Mais donc, cette femme de 40 ans est tout simplement euthanasiée à sa demande parce qu'elle n'est pas contente de son corps et son corps qui était devenu un corps d'homme. Elle n'est pas contente, donc il ne voyait plus aucune issue. En effet, en ce qui concerne ce problème-là spécifique, il n'y avait pas de solution, il n'y avait plus de solution. Elle avait été tellement mal opérée, probablement qu'il n'y avait plus de solution. Un écrivain connu, Hugo Claus, qui avait été nominé même pour le prix Nobel de littérature dans le temps, je dis bien nominé, il ne l'avait pas reçu, présentant un début d'Alzheimer, est euthanasié. Le prix Nobel de médecine de Duve, à 96 ans, est euthanasié. Dans une interview qu'il avait donnée un peu avant, il expliquait que sa vie n'avait quand même plus beaucoup de sens parce que depuis 3 ans, la politique, les ministres n'étaient plus venus lui demander des conseils. Donc sa vie n'avait plus beaucoup de sens. Et je dis ici, un couple âgé qui désire mourir ensemble, ben, je vous assure, c'est pas un couple âgé. Ça devient, comme vous diriez, la mode. C'est mourir ensemble, ça semble être quelque chose de plus en plus romantique en Belgique. Alors, des cas bien spécifiques, une féministe réputée décide en 2005, à 75 ans, de se faire euthanasier en toute lucidité, c'est inscrit comme ça dans la presse, en toute lucidité, suite au diagnostic de début probable de Alzheimer. Et ici, nous sommes vraiment, je connais le cas personnellement, nous sommes vraiment dans un cas qui a trait à, je dirais, à des vampires, un film de vampires ou à Mengele, quelque chose comme ça. Donc, elle va trouver son neurologue, un neurologue connu, qui est un ami à elle. Le soir, il mange avec un ministre d'ailleurs, repas qu'elle prépare elle-même. Et le lendemain, elle est euthanasiée. Et ce neurologue qui fait des recherches sur l'Alzheimer lui prélève le cerveau pour faire des recherches sur son cerveau. Donc, ce qui l'intéressait, c'était d'avoir un cerveau d'un Alzheimer débutant, et non pas, comme d'habitude, des cerveaux de Alzheimer anatomopathologie, de Alzheimer terminaux. La fille n'avait pas été mise au courant, et c'est seulement maintenant que la fille commence à faire des démarches. C'est quelque chose qui est sidérant. Une femme de 64 ans, en bonne santé physique, parfaite santé physique. Ici, ce dossier, c'est moi-même qui ai été l'examiner. Mais déprimée par rupture avec ses enfants et avec son partenaire. Son partenaire l'avait quitté, est euthanasié, sans que le médecin n'en parle aux enfants. Donc, pensez bien, une femme vient trouver un médecin, lui dit « Je suis déprimée parce que je ne vois plus mes enfants ». Et le médecin dit « Ah oui, bon, d'accord, on va vous euthanasier », sans d'abord aller voir si vraiment les enfants, apprenant que c'est si grave, que c'est si profond chez leur mère, sans en avertir les enfants. Je suis d'accord, un médecin ne peut pas avertir la famille si le patient dit « Vous ne pouvez pas avertir la famille ». Mais le médecin aurait dû dire « Je ne peux pas, si vous m'empêchez d'appliquer la loi telle qu'elle est, parce que la loi dit que le médecin, avant de pratiquer l'euthanasie, doit s'assurer qu'il n'y a pas d'autre moyen et qu'en effet, c'est une situation sans issue. Pour s'en assurer, il devait au moins parler aux enfants. Il n'a pas fait, donc il n'a pas appliqué la loi. Et là, le fils a déposé récemment plainte en justice. C'est la première fois d'ailleurs qu'une plainte en justice est véritablement, avec partie civile, est déposée. Le médecin qui a fait l'euthanasie, c'est le professeur Destelmans, qui est le pape de l'euthanasie en Belgique et qui est également le président de la commission de contrôle d'euthanasie. Un homme de 94 ans, récemment, il y a quelques mois, super sportif. Il était passé à la télévision. Pourquoi? Parce qu'il avait gagné les Jeux olympiques pour les hommes de plus de 90 ans. Il avait gagné contre quelqu'un de, je dois dire, 95 ans. Mais c'était un homme en parfait état pour quelqu'un de son âge. Il apprend qu'il a un début de cancer de l'estomac et il se fait euthanasier en présence de la presse de nouveau, de la télévision et
avec un apéritif et tout ce que vous voulez. Alors, ce qui est frappant là-dedans, c'est l'attitude des médias, l'attitude de la presse. Donc, la presse rapporte ces cas. Les cas que je vous ai cités ont tous été repris dans la presse. Donc, il n'y a rien que j'invente. Ce sont des cas que vous pouvez retrouver sur Google, n'importe quoi. Donc, la presse rapporte les actes d'euthanasie spectaculaires, mais jamais je n'ai vu un éditorial, j'ai vu un article dans la presse qui critiquait ça. Au contraire, les termes qui sont employés sont des termes de respect. Respect pour le patient, pour la décision du patient. Courage d'avoir pris une telle décision. Et les conséquences sur la société, eh bien, c'est que les médecins ressentent journalièrement dans leur pratique une dégradation des valeurs de la société. Cette dégradation fait qu'on arrive dans une société avec un égoïsme phénoménal. Ça interfère bien souvent avec la relation que nous avons avec nos patients. La pression sur les médecins provient du patient qui, lui, est sous la pression de son entourage, de la société, de tout ce qu'il entend, et également du personnel soignant dans l'institution où il se trouve, des confrères médecins, hospitalisation qui dure trop longtemps. Donc, toutes ces choses jouent pour dire que, en fait, lorsqu'on dit le patient prend en toute liberté la décision de demander l'euthanasie, c'est très, très, très difficile que ce soit véritablement en toute liberté, qu'il n'y a pas de pression extérieure, qu'il n'y a pas de pression de la famille, qu'il n'y a pas de pression des médecins ou de l'institution dans laquelle il se trouve. Et donc, nous arrivons ici en Belgique, vraiment, c'est l'exemple typique de la pente glissante, et je vous assure, vous êtes sur cette pente glissante, vous êtes au début, tout à fait d'accord, de cette pente glissante. Au début, on parlait seulement d'affection physique, donc cancer terminal. Et puis, on a, avant même que la loi ne passe, ça a été accepté également pour affection psychique. D'état terminal, on est passé en état non terminal. De l'accord immédiat du patient, on est passé dans un accord écrit 5 ans auparavant, mais là, je vous ai dit, ça a trait seulement au patient qui n'est pas conscient, mais l'application est très large. Au début, c'était rien que pour les patients majeurs. Maintenant, c'est pour les enfants sans limite d'âge. Il suffit qu'un psychologue dise cet enfant a raison. En fait, il a un bon raisonnement, un raisonnement d'adulte et demande l'euthanasie. Eh bien, il y a droit et pour l'instant, dans la loi, il faut quand même qu'il y ait l'autorisation des parents. Mais à prévoir l'évolution plus loin, parce que nous n'avons pas fini cette pente glissante. Jusque maintenant, c'est encore l'obligation que ce soit des médecins qui le font, mais peut-être que ce ne seront plus des médecins. L'accord des patients, ça c'est quelque chose, l'accord des parents par exemple, c'est quelque chose qui très probablement va disparaître. D'ailleurs en Hollande, c'est déjà disparu, ils sont beaucoup en avance sur nous. Et bientôt, je suis certain, il y aura aussi sans accord du patient, parce que c'est une logique implacable. Quand vous commencez un petit peu, ça il faut bien savoir, dès que vous avez une loi qui permet un petit peu d'euthanasie, vous êtes sur la pente glissante et vous ne savez plus vous rattraper. Impossible. Impossible. Je donne l'exemple, sans accord du patient. Je suis certain qu'il y aura une loi qui va permettre, dans telle et telle condition, il ne faut pas l'accord du patient. C'est évident, quand on part du principe que l'euthanasie, c'est pour soulager le patient qui souffre, alors je ne vois vraiment pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas en état de donner son accord parce qu'il est trop dément ou parce que la maladie ne lui donne pas son accord, si on dit qu'il faut euthanasier les gens qui souffrent en fin de vie, eh bien pourquoi ne pas euthanasier un dément? Ce serait malhonnête envers les gens qui ne sont pas en état de demander eux-mêmes l'euthanasie. Donc, cette évolution va continuer chez nous, chez vous, elle va commencer. Alors, quelques chiffres. La statistique au début, de 2003 à 2007, vous voyez une augmentation de un peu plus de 200 vers 450 euthanasies en 2007. Au-dessus, vous voyez là, en 2012,
1432 euthanasies. En 2013, 1816 euthanasies. Alors qu'au début, il fallait à peu près 5 ans pour augmenter de 400 cas. Maintenant, en un an, on augmente de 400 cas. Sur 100 000 décès, donc ça fait à peu près presque 2% des décès sont répertoriés comme étant des euthanasies. Alors ici, excusez-moi, c'est un dia en néerlandais, donc c'est les catégories d'âge. Vous voyez cette évolution au début et qui a continué à évoluer, une évolution où vous avez une augmentation principalement des gens entre 60 et 79 ans dans les cas d'euthanasie répertoriée. En ce qui concerne les statistiques, je n'ai pas cette statistique ici, mais il y a une statistique quand même très, très claire. C'est la statistique des euthanasies selon la région dans laquelle ces euthanasies sont pratiquées. En Flandre, 80% des euthanasies répertoriées sont pratiquées en Flandre, 20% en Wallonie. C'est possible que ce soit dû au fait qu'il y ait une mentalité différente du côté des Wallons que des Flamands. Que les Flamands soient plus pour la loi le permet, donc on le fait, c'est possible. Mais ce qui me semble encore beaucoup plus probable, c'est que le fait que les lijfartsen, les médecins, l'équipe de médecins qui sont éduqués pour éduquer leurs confrères et donner des conseils à leurs confrères qui hésitent à faire des euthanasies, que ça, c'est limité à la Flandre. Et ça explique naturellement cette grande différence, 80% d'un côté, 20% de l'autre côté en Wallonie. La commission de contrôle, je ne vais pas trop en parler, c'est en fait la même chose que chez vous, c'est à peu près la même constitution, ce sont des gens qui sont nommés par le ministre, tout compte fait, ça correspond à ça, il faut autant de médecins, autant de ci, autant de là. Ce sont tous des membres qui sont partisans de l'euthanasie et bien sûr partisans de la loi sur l'euthanasie. Cette commission de contrôle a l'obligation de voir un document qui consiste en 2 volets. Le premier volet est un volet qui est fermé et dont la commission de contrôle, dans un premier temps, ne peut pas prendre connaissance. Dans ce volet, il y a le nom du médecin, il y a le nom du patient, des données très claires. Le deuxième volet, c'est le volet dans lequel on dit c'était un patient qui avait telle et telle affection et ça s'est passé comme ça, comme ça. Donc, comme la commission de contrôle n'a que vu sur le deuxième volet, qui est un volet anonyme, eh bien, il suffit d'écrire ce qu'il faut dans ce deuxième volet pour ne pas avoir de difficultés. C'est à peu près le même, ce sera à peu près le même système au Québec, mais ça doit encore être décidé, je crois, par des arrêtés ministériels. Je vous l'ai déjà cité, les membres médecins qui sont membres de cette commission de contrôle pratiquent eux-mêmes des euthanasies et ces cas passent, puisque c'est anonyme, passent également pour accord devant leur propre commission. Ils savent parfaitement quels sont les cas qui sont à eux, quels sont les cas qui ne sont pas les leurs. Et quand même, j'ai posé la question à des membres, il n'y a personne qui se lève, il n'y a personne qui sort, qui dit « voilà, je ne peux pas juger ». Alors, je voudrais terminer. Il y a 2 illusions qu'il faut éviter. La première illusion, je vous l'ai déjà dit, qu'il est possible de faire une loi qui se limiterait rien que dans la phase terminale et qui se limiterait à ça rien qu'aux gens qui le demandent et en phase terminale. Ne vous faites pas d'illusions, une telle loi n'est que le début et tôt ou tard, c'est une logique implacable, vous ne pouvez pas l'éviter parce que c'est la raison, c'est logique. Si vous l'acceptez que quelqu'un ne peut plus souffrir pendant 24 heures, alors pourquoi pourriez-vous accepter que quelqu'un doit souffrir encore 24 ans? Donc, il est logique que vous aurez confronté politiquement avec la logique implacable que
Mais ce n'est pas possible, quelqu'un quadriplégique de 20 ans, et on va l'obliger à vivre contre sa volonté encore peut-être 40 ans. Tandis que celui qui est en train de mourir, on permet de raccourcir sa vie. Donc, tôt ou tard, vous aurez l'euthanasie dans la phase non terminale, ça c'est certain, et toutes les autres évolutions en plus. Deuxième illusion, c'est de se faire des illusions au sujet des médecins. C'est ce que j'avais cru. J'avais cru, avant la loi, je voyais que c'était peine perdue et que la loi allait passer, et je m'étais dit, tout compte fait, c'est quand même nous qui décidons. Et nous n'allons pas décider ça. Nous n'allons pas, nous médecins, nous n'allons pas nous avilir à devenir les valets des politiciens et de faire leur sale boulot. Ce n'est pas nous qui allons faire ça. Nous avons plus d'honneur et plus d'éthique. C'était mon illusion, parce que ce n'est pas vrai. L'évolution chez nous a bien démontré que ce n'est pas le cas. Pour moi, l'essence de l'affaire, c'est que la morale médicale est principalement une morale circonstancielle, parce que chaque acte médical est un acte unique. Un acte unique, et légiférer là où tout est exception, c'est impossible. C'est pour ça qu'une loi qui veut gérer l'euthanasie est une loi qui est contraire à la morale médicale. Les lois ont comme but de protéger la société contre ses propres dérives. N'importe quelle loi a ça comme but. Organiser la société, faire qu'on vive ensemble, que ce soit possible de vivre ensemble et qu'on n'ait pas de dérive. Or, une loi qui admet qu'une personne en tue une autre à condition de remplir les bons documents, eh bien, c'est une loi qui organise elle-même les dérives de la société. Et dans une telle société, les médecins devront être le dernier rempart pour protéger les patients contre l'égoïsme de cette société. En tant que médecins, nous avons été éduqués, nous avons eu la pulsion de faire la médecine pour aider les gens, pour les défendre contre la maladie, et en fin de compte, on sera là rien que pour les défendre contre l'égoïsme de la société. Je vous remercie.